Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation dédiée à vos compétences comportementales. Comment pouvez-vous développer votre esprit critique? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit critique, c'est une des 4 compétences clés amenées par l'OCDE. L'OCDE considère qu'il y a les 4 C des compétences comportementales. En fait, les 4 C sont la créativité, l'esprit critique, la communication et la collaboration. Et à partir du moment où vous avez ces 4 compétences comportementales, vous êtes le mieux armé ou la mieux armée pour évoluer dans le monde professionnel en 2025. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un cours dédié à l'esprit critique. Comment faites-vous pour développer votre esprit critique? Qu'est-ce que l'esprit critique à proprement parler et comment pouvez-vous l'utiliser dans votre vie professionnelle, tout comme dans votre vie personnelle, pour performer et choisir ce qu'il y a de mieux pour vous? C'est ce que je vous propose de voir dès maintenant, notamment avec les objectifs pédagogiques de cette formation. Dans cette formation, à l'issue de cette formation, vous serez notamment en mesure de définir ce qu'est l'esprit critique, comment l'esprit critique se matérialise dans votre quotidien et également dans votre entreprise, pour identifier ensuite les experts et les contenus critiques qui vont alimenter votre machine finalement. C'est comme si vous aviez de l'essence dans votre moteur. Ce sont les contenus, ce sont les chroniqueurs, ce sont les esprits critiques et les personnes qui réfléchissent et qui ne souhaitent pas accepter les choses telles qu'elles sont sans réfléchir, analyser et critiquer. Et ensuite, comment fait-on pour développer son esprit critique au quotidien et comment fait-on pour accompagner largement, à la fois sa démarche d'esprit critique, mais également la démarche de ses collaborateurs et la démarche de ses proches, pour le développement de son esprit critique. Alors souvent, je commence, mes formations en vous demandant: qu'est-ce que pour vous l'esprit critique? En quoi ça consiste et quelle est la représentation que vous en avez dans votre quotidien et finalement à quoi ça sert? Je vous invite vraiment à vous interroger sur cette notion parce que, encore une fois, quand on sait que c'est une des compétences comportementales clés attendues par les départements RH et par les entreprises, vous vous rendez compte que derrière cette notion d'esprit critique, il y a nécessairement une démarche proactive qui vous demande d'agir. Et oui, parce qu'en fait, l'esprit critique, c'est quoi exactement? Ça vient du latin criticus ou du grec ancien kritikos, capable de discernement, de jugement, apparenté à crisis, la crise, dérivé du crinien, séparer, choisir, décider et passer au tamis. Et c'est bien ça l'esprit critique, c'est la faculté que vous avez à discerner dans votre environnement les qualités, les défauts d'une œuvre, la valeur, l'exactitude ou l'authenticité d'un texte, d'une déclaration ou d'un fait. Autrement dit, vous réfléchissez à ce qu'on vous donne. Et lorsqu'il y a un élément qui apparaît sur votre fil de médias sociaux, qui apparaît sur votre bureau, qui apparaît dans une conversation avec un collègue ou un manager, vous aurez naturellement cette faculté à prendre en compte ce qui est dit et à prendre le temps d'y réfléchir pour effectivement analyser, juger, critiquer, dans le sens de décider, choisir, séparer et passer au tamis. Parce que en fait, l'aptitude de l'esprit humain, c'est évidemment d'analyser et de remettre en cause ce qu'on lui propose, les principes tenus pour acquis. Et quand vous avez compris finalement ce qu'est l'esprit critique en tant que tel, vous vous rendez compte que votre esprit doit s'exercer au quotidien pour justement remettre en question, évidemment, ce qu'on vous donne. Et ça, en fait, ça fait appel aussi à une capacité de conscience et d'attention parce que, naturellement, votre capacité d'esprit critique sera diminuée, notamment lorsque vous faites confiance à quelqu'un. C'est d'ailleurs un biais cognitif qu'on appelle le biais de confiance. Et lorsque on a une personne qui est proche de soi, un collègue, un ami, quelqu'un qu'on apprécie, eh bien, naturellement, notre vigilance et donc notre esprit critique va diminuer parce qu'on a cette tendance naturelle à faire confiance. Et d'ailleurs, cet exemple-là, j'aimerais vous le proposer et l'illustrer avec des éléments que vous connaissez dans votre quotidien. Et comme prévu, on se retrouve avec ces éléments de votre quotidien. Et je vous propose ces 3 images parce que elles ont, à mon avis, beaucoup de sens. Je vous laisse un temps pour réfléchir à ce que vous pourriez identifier, critiquer, analyser sur les 3 images que je vous propose. On va commencer de gauche à droite par le produit vaisselle pour terminer par l'orangina. À gauche, vous avez un produit vaisselle Ecoplanète. Ce produit vaisselle Ecoplanète n'indique strictement rien d'écologique. Si ce n'est son bouchon et son étiquette verte, il n'y a strictement rien d'écolo
dans Écoplanète. En fait, Carrefour a largement compris qu'il pouvait utiliser cette tendance à l'écologie et cette tendance écologique justement pour créer des biais et des confusions en proposant des produits qui ont l'apparence d'un produit éthique et écologique, mais qui n'en ont absolument pas le contenant. Et donc, Carrefour a été retoqué pour cette bouteille parce que dans ces produits, il n'y a rien qui est écologique ou qui permet une action écologique. Donc très clairement, même quand vous achetez du produit vaisselle, il est possible de se faire avoir par des produits qui, de par leur apparence, de par leur sémantique, auront cette tendance naturelle à nous montrer quelque chose qu'ils ont envie de nous vendre finalement, l'aspect écologique des produits de Carrefour. La deuxième image est celle, à mon avis, la plus évidente et la plus marquante. Donc c'est une vraie bouteille d'eau effectivement produite au Québec, qui existe vraiment. Je vous invite à vérifier si vous ne me croyez pas, mais il y a effectivement une eau qui s'appelle Crue au Québec, qui est une eau naturelle, biologique, sans gluten, 100 puisée au Québec. On prend 2 secondes. Vraiment? Il y a vraiment une eau naturelle, biologique? Le jour où vous trouvez une eau qui n'est ni naturelle ni biologique, posez-vous des questions, sérieusement. Posez-vous des questions sur ce qu'on vous vend, parce qu'une eau qui est ni naturelle ni biologique, ce n'est pas de l'eau. L'eau est par définition bio et naturelle. Et puis l'élément en dessous qui est le sans gluten. En fait, on est en train de préciser que dans l'eau, il n'y a pas de gluten. Mais il n'y a jamais eu de gluten dans l'eau. Le gluten est un élément déterminant du blé. Mais étant donné qu'il y a eu une mode sans gluten à un moment qui invitait les consommateurs à ne pas utiliser des produits contenant du gluten, eh bien, cette marque d'eau crue a utilisé ce biais pour utiliser l'affichage sans gluten. Et quand vous avez cet affichage-là, vous vous rendez compte qu'on prend très clairement les consommateurs pour des imbéciles, parce qu'on pourrait indiquer n'importe quel autre type de mention du genre sans pétrole, sans diamant, sans or et 100 eau, eau liquide, par exemple. Donc ça, vous pouvez vous rendre compte en fait que c'est, une utilisation marketing commerciale largement trompeuse et abusive pour donner aux collaborateurs l'illusion qu'il va acheter un produit de meilleure qualité, alors qu'en réalité, c'est de l'eau puisée au Québec. C'est la seule information réelle et tangible qu'on peut avoir, sur cette bouteille. Et ensuite, le troisième exemple que je vous donne ici, c'est, l'exemple d'Orangina. Et sur la publicité d'Orangina, en fait, ils mettent des couleurs vives pour attirer l'attention évidemment, mais ils indiquent surtout qu'il n'y a pas de colorant et ni d'arôme artificiel. Qu'est-ce que ça induit? Cela induit en fait qu'on se dit que finalement, Orangina c'est plutôt, naturel du coup. Si c'est pas artificiel, il y a pas d'arôme artificiel, il y a pas de colorant, donc c'est un bon produit. C'est la déduction toute naturelle qu'on aurait tendance à faire. Oui, mais ça permet aussi et surtout à Orangina de ne pas indiquer qu'il y a une quantité de sucre monumentale dans ces boissons et qu'il y a certainement aussi d'autres produits chimiques qui ne sont ni des colorants ni des arômes naturels, mais qui peuvent être des produits chimiques que vous trouverez d'ailleurs sur l'étiquette. Donc voilà comment vous pouvez vous faire avoir par des marques, par des produits qui font partie de notre quotidien et qui mettent en avant certains éléments les plus avantageux, même s'ils sont trompeurs, alors que d'autres éléments beaucoup plus pertinents seraient attendus par les consommateurs, mais vu qu'ils sont désavantageux pour le produit, les industriels et les commerçants n'ont pas choisi de les mettre en avant évidemment. L'esprit critique, c'est une démarche qui est en fait constituée d'un ensemble de pratiques et ces pratiques se nourrissent mutuellement pour vous permettre d'alimenter en permanence cet esprit qui critique. Mais il faut bien évidemment avoir en tête que à partir du moment où vous arrêtez de faire preuve d'esprit critique, vous arrêtez de réfléchir et donc l'effet de votre esprit critique diminue nécessairement. Et c'est pourquoi il faut absolument l'entretenir avec des pratiques quotidiennes, notamment prendre le temps de s'informer. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous, en comprenant avant d'émettre un jugement sur une situation ou sur un événement. Essayez de comprendre avec des éléments avant de dire ce que vous pensez d'un événement ou d'un autre. Évaluer la qualité de l'information en cherchant la source également. Parce que lorsque vous comprenez qu'une connaissance peut être complètement construite, d'autant plus aujourd'hui avec l'IA générative qui permet de créer des textes, des images, des vidéos absolument réelles et des deepfakes absolument bluffants de réalité, c'est pour ça qu'il c'est absolument essentiel d'évaluer l'origine de l'information. Distinguer également les faits des interprétations parce qu'en général, la problématique de l'esprit critique, c'est qu'on détache, notre esprit de la réalité et des faits pour arriver sur une interprétation et ces interprétations, il est essentiel de les confronter. Parce que quand vous confrontez
Ces interprétations, vous êtes capable de les évaluer et de poser des hypothèses entre des faits et la réalité qu'on vous propose. Ça, c'est essentiel. Ensuite, il y a aussi des compétences comportementales, essentielles qui sont liées à l'esprit critique, notamment l'esprit de curiosité. Avoir envie de connaître, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Si vous avez envie d'apprendre, envie de connaître, ça va servir le développement de votre esprit critique. Développer votre esprit d'ouverture, ça aussi c'est une qualité comportementale majeure. Développer votre autonomie en cherchant à penser par vous-même, là aussi ça peut vous être utile, tout en vous méfiant des préjugés que vous avez sur les autres. C'est souvent comme ça qu'on construit des a priori et des préjugés et des stéréotypes sur d'autres personnes. C'est parce que en général, on a cette tendance à se méfier, des autres et à construire des préjugés comme étant une vérité. Méfiez-vous de ce type de fonctionnement. Soyez également lucide, savoir ce que vous savez. C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Soyez certain de ce que vous savez et soyez capable de faire preuve de lucidité quant à ce que vous supposez et quant à ce que vous ignorez. Donc il y a ce que vous savez, ce que vous supposez et ce que vous ignorez, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une véritable lucidité. Gardez en tête également d'avoir une véritable modestie à toute épreuve. Parce que le réel est complexe, le réel change en permanence et il faut accepter parfois que dans ces transformations et ces changements, vous ayez, une analyse qui tombe à côté et que vous vous êtes trompé. Et puis pour terminer sur les compétences, comportementales, essentielles, écoutez, intéressez-vous à ce que d'autres pensent, à ce que les autres savent et acceptez le débat avec des idées contradictoires. C'est uniquement dans les débats contradictoires que vous allez faire avancer vos idées et que vous allez permettre une plus grande analyse et une plus grande réflexion. Donc vraiment, allez au bout de cette démarche de réflexion et d'analyse, sur, des idées qui sont confrontantes et qui vous permettent de réfléchir et d'aller au-delà de ce que vous pensez.